lorsqu'on a exclu le grand parti politique d'opposition, on peut dire quand même, il y a une partie de l'armée aujourd'hui qui est politisée, qui fait des... Est-ce qu'ils feront les affaires des politiques, comme Mathieu Kikou disait, est-ce que les militaires sont là pour laver c'est que les politiques ne sont pas... Donc ça veut dire qu'il y a une espèce de frustration même militaire au sein bien de... sûr. Aujourd'hui, il faut sein des forces, que si une partie de l'armée, ce gros puce de l'armée a pris l'initiative quand même de déstabiliser des institutions, je pense qu'il y a une revendication purement politique. Oui. Ces militaires sont politisés, donc je pense qu'en réalité, ils sont là pour répondre à une revendication politique que l'opposition politique n'a pas pu mettre en place. Maître, une autre question. D'habitude, hein, on l'a déjà remarqué en Afrique de l'Ouest, à chaque fois qu'il y a un coup d'État, on voit que le peuple souvent sort pour soutenir le coup de force. Mais cette fois-ci, on a vu que le peuple est resté quasiment, on va dire, immobile. Hein, resté immobile. Il n'y a pas eu assez de réaction populaire face à ce coup de force. Est-ce que ça veut dire que le président Talon conserve toujours sa légitimité au sein du peuple? Exactement, c'est pourquoi je vous avais dit que ces coups d'État révèlent un paradoxe. À la fois une fragilisation des institutions, mais c'est qui à la fois qui fragilise le président, mais à la fois aussi qui légitime encore davantage le président. Parce qu'on voit clairement quand même que, contrairement au coup d'État au Mali, qui avait commencé par l'insurrection populaire, parce qu'il y a eu le mouvement M5, qui, comme le cas du Burkina Faso aussi, parce qu'il y avait une partie de l'insécurité qui a été une justification du coup d'État qui sont au Mali ou au Burkina Faso, qui de la même manière faisait aussi au Niger aussi, mais les cas, il n'y avait pas une justification majeure partagée par une grande majorité de la population béninoise, dès lors que c'est là qui justifie qu'il n'y a pas eu une adhésion populaire, parce qu'en réalité, il y avait quoi à reprocher au président Talon. Il a déjà dit, il a déjà abdiqué son dauphin, qui est déjà connu, déjà qui est investi, qui à la fois... il n'y avait plus rien à lui, à lui reprocher. Moi, je pense qu'il n'y a plus rien. Parce que même l'exclusion du parti du démocrate à l'élection présidentielle ce n'est pas quelque chose qui résulte du camp présidentiel, parce qu'il y avait quelqu'un qui a retiré son parrainage, il n'a pas rempli les conditions. Au regard du code électoral, il n'a pas rempli les conditions. Donc on voit clairement qu'en réalité, peu importe, je ne dis pas qu'il n'y a pas de manœuvre politique. Il n'y avait plus de raison évidente pour renverser le président Talon. Le peuple béninois adhère au caractère républicain des institutions. Il pense que là, à la fin de son mandat, il faut attendre à la fin de son mandat. Je pense que très bien, maître. Et vous faites bien, puisque vous parlez vous prenez les cas du Niger, du Burkina Faso, du Mali et de la Guinée-Conakry, marqués aussi par des coups d'État successifs. Est-ce que aujourd'hui, quand on voit ce qui s'est passé au Bénin, même s'il faut le rappeler que c'était un échec, est-ce qu'on peut parler d'une contagion régionale? Oui, l'environnement régional, oui, probablement, c'est clair. La succession des coups d'État au Mali, au Niger, au Burkina Faso, en Guinée, crée une sorte de normalisation du processus de putschisme. C'est-à-dire que dans la région, aujourd'hui, les coups d'État deviennent une sorte de normalisation dans ces États. Ça veut dire que le coup de force est devenu la règle aujourd'hui. La règle et la démocratie est devenue l'exception. Qui encourage aujourd'hui certains acteurs à penser que l'environnement, même s'il renverse un pouvoir aujourd'hui violent, mais quand même ça devient une option crédible aujourd'hui. On regarde lorsqu'il y a des problèmes politiques, des crises politiques ou des crises sécuritaires, les coups d'État aujourd'hui est une réponse ou un instrument politique de défaire un président, voire qu'on rentre dans... Mais pourtant, ce coup d'État, quand même, il faut le rappeler, a été aussi salué par certains activistes politiques, en l'occurrence M. Kémi Séba. On le rappelle, dès les premières heures en fait, de la journée, il se réjouissait déjà du fait que le président Talon ait été mis aux arrêts. Quand on voit aujourd'hui que c'était un coup d'État qui a finalement échoué, que le président Talon est libre, que pouvez-vous dire de moi, je pense que l'activiste Kémi Séba, il reste un homme politique qui a des convictions politiques qui sont salutaires, sa revendication peut être légitime. Mais je pense qu'il n'a pas aidé les putschistes à renverser l'ordre constitutionnel. Parce qu'il était dans la précipitation. On croit que la victoire est là, mais sans rendre compte que là, il n'avait pas... Moi, je pense qu'il a communiqué trop vite. Est-ce que sa communication aussi, parce que c'est quelqu'un qui est médiatisé, qui est trop suivi, est-ce qu'on sait quand même que lorsqu'il a pris la parole, je pense que les autorités béninoises, ils ont eu peur en disant que peut-être le peuple va adhérer à son opinion, mais quand même c'est un test aussi pour lui aussi. On voit quand même que sa popularité, moi je pense que s'il était vraiment suivi au Bénin,
il devait y avoir un soulèvement qui accompagne une sorte d'adhésion populaire. Exactement. Mais là, hélas pour lui, je pense son test politique il a échoué populaire. son test. Il n'a pas réussi son test. Très bien, maître. Nous allons vers la fin de notre émission. J'aimerais qu'on aborde une thématique, notamment la position de la CEDEAO et de la CEDEAO face à ces nombreux coups d'État qui ont eu lieu au sein de ces États membres. Aujourd'hui, on se connaît tous la doctrine de la CEDEAO, c'est tolérance zéro contre les coups d'État. Et on a vu surtout que la CEDEAO a fait un communiqué. Et dans ce communiqué, la CEDEAO indiquait clairement qu'elle n'excluait pas une intervention militaire au Bénin. Vous êtes constitutionnaliste, vous avez écrit sur des coups d'État. J'ai juste une question pour ceux qui nous suivent. Sur le plan strictement juridique, quel est le cadre légal de l'intervention militaire de la CEDEAO dans un État membre? Les cadres juridiques reposent principalement sur les protocoles de la CEDEAO de 1999, sur la paix et la sécurité, les protocoles additionnels de 2001, sur la démocratie et la bonne gouvernance, le mécanisme aussi de prévention et de gestion, de maintien, de rétablissement de la paix. Ces textes autorisent une intervention en cas de rupture de l'ordre constitutionnel, des violations massives des droits humains ou un risque majeur pour la stabilité régionale. Est-ce que c'est déjà arrivé ou pas l'intervention de la CEDEAO? Bien sûr, les cas de la Gambie. Oui. Il n'y a jamais les cas de Yaya Jammeh. Oui. Les cas de la Gambie, la CEDEAO est intervenue par l'appui du Sénégal. Oui. Donc on voit clairement quand même que c'est une doctrine et une jurisprudence qui est là, les textes juridiques sont là. Est-ce que cette intervention est-elle justifiée d'un point de vue juridique? La réponse est oui, il y a les textes juridiques que le Bénin a ratifié. Aussi, le Bénin a fait une demande, parce qu'il y a eu des communiqués de la CEDEAO. Mais comment la CEDEAO, en fait, juge les coups d'État? On a l'impression qu'il y a deux poids, deux mesures. Il y a des coups d'État pourtant constitutionnels qui sont aussi opérés. La CEDEAO ne condamne presque pas. Mais quand il s'agit des coups d'État militaires, eh bien, la CEDEAO montre ses muscles. La CEDEAO traverse une période difficile, contextée, fragilisé par les retraits des 3 États membres, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. La CEDEAO est en l'épreuve des vagues des putschistes, mais il faut aussi connaître quand même que la CEDEAO a essayé de se normaliser un peu, parce qu'on sait quand même que les cas, on sait quand même qu'hier, les opposants Guinée-Bissau, ils ont fait une communiqué à Dakar en disant que la CEDEAO a fait géométrie variable, ils n'ont pas essayé d'établir l'ordre constitutionnel. Donc on voit clairement que la CEDEAO n'a aucune crédibilité aujourd'hui. Bon, la CEDEAO est en train de se refaire. Je pense que si le coup d'État des Bénin avait réussi, c'est la fin de la CEDEAO. Je pense que la CEDEAO c'est cendre quand même aujourd'hui qu'il faut reconnaître. Très bien, maître. Docteur, j'allais dire, vous avez plusieurs casquettes. Aujourd'hui, juste en un mot, quel enseignement majeur doit-on retenir de cette tentative de coup d'État qui a échoué? L'enseignement majeur est que les démocraties répétées stables, les démocraties qu'on répète et stables, doivent continuer à veiller, à observer l'équilibre institutionnel, la confiance politique, voire l'inclusion politique, d'éviter les tensions. On sait quand même qu'aujourd'hui, aucune démocratie reste intangible. Toutes les démocraties peuvent être secouillées, les cas du Bénin, parce qu'il ne faut pas oublier que depuis 1990, le Bénin n'a pas connu un coup d'État, mais aujourd'hui, le Bénin n'est plus à l'abri d'un coup d'État. Très bien. Donc, aucun État, aucune démocratie en Afrique n'est stable. Et cela veut dire tout simplement que la démocratie aussi est appelée à évoluer, est appelée parfois à s'adapter à certaines réalités. Très bien. Et donc, on va retenir cette dernière phrase qu'aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, la démocratie est concurrencée par des coups d'État. Merci, docteur, pour votre expertise et votre analyse. Merci également à tous ceux qui nous ont suivis et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro